D'un côté, l'extrême droite japonaise, de l'autre, une ONG pacifiste pro-coréenne. Dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, c'est le rendez-vous du 1er mars. Entre les tenants d'un Japon sans étrangers et l'importante communauté coréenne de l'archipel, les tensions vont crescendo ces dernières années. Alors sur une place grande comme 2 terrains de basket, la confrontation est inévitable. Le 1er mars 1919, il y a un siècle, la Corée se soulevait contre l'occupant japonais, une commémoration explosive. C'est pas qu'on leur demande de rentrer chez eux, mais pourquoi faire cela exprès au Japon? S'ils veulent soutenir le mouvement du 1er mars, eh bien qu'ils fassent cela en Corée autant de fois qu'ils le veulent. Mais pourquoi font-ils cela au Japon? On est au Japon, on n'accepte pas qu'ils manifestent ici. Makoto Sakurai est connu pour avoir fondé un parti politique consacré exclusivement à la lutte contre les Coréens du Japon. Sa cible favorite, Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, et tous ceux qui ici le défendent. Cela peut paraître surprenant, mais quelques dizaines de milliers de Coréens vivant au Japon soutiennent le régime de Pyongyang. Alors qu'ils sont nés et qu'ils ont vécu toute leur vie ici, je ne crois pas qu'ils aiment le Japon. Les racines du mal sont profondes. L'armée impériale japonaise a annexé la Corée en 1910. De nombreux travailleurs coréens sont alors envoyés dans l'archipel. Certains vivent ici depuis 2 voire 3 générations. Ce sont les Ainichi, traduisez, ceux qui sont restés au Japon. Depuis des années, les Ainichi cristallisent le rejet de l'étranger. Oui, ça empire. En fait, le Japon n'a jamais fait de pédagogie sur ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont mis un couvercle sur tout ce qui puait. Donc il y a de plus en plus de types comme eux. Ce ne sont pas seulement les gens de la rue qui sont à l'origine de ce genre de choses. C'est aussi parce que notre gouvernement tient en permanence des propos très proches de ces discours de haine. Ça encourage les citoyens à être de plus en plus xénophobes. Autre manifestation bruyante de ces tensions, les Gaisensha. Ces camionnettes noires sillonnent régulièrement les grandes villes pour diffuser les idées de l'extrême droite. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. C'est à Osaka, la 3e ville du pays, que vit la plus grande communauté Zainichi. Les Coréens du Japon sont aujourd'hui environ 500 000. La plupart soutiennent Séoul, mais 30 000 d'entre eux ne jurent que par la Corée du Nord. Nous traversons les canaux construits par les premiers immigrés pour découvrir le siège local de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, la Chongryon, une organisation très proche de la République populaire démocratique. Cet immeuble abrite notamment sa ligue pour la jeunesse. Plus de 70 ans après sa création, la Chongryon reste le refuge qui permet à ces Ainichi de baigner dans leur culture. Pour ses membres, défendre le Nord, c'est affirmer que les valeurs de la communauté coréenne ne sont pas solubles dans la société japonaise. Même si elle est en perte de vitesse, l'association n'est pas qu'un groupe de danseurs folkloriques ou une amicale de retraités nostalgiques. Elle reste la colonne vertébrale de la communauté et continue à attirer de nouveaux militants. Kim Song-rang et Wang Jia-pyong sont 2 jeunes cadres de la Chongryon, particulièrement impliqués et séduits par le modèle nord-coréen. En m'y rendant pour la première fois, j'ai vu la réalité de mes propres yeux. J'ai ressenti les choses. J'ai discuté directement avec les gens
Et grâce à cela, j'ai commencé à vraiment connaître la Corée du Nord. Je n'avais pas d'image négative, j'y suis allée. Et là, aujourd'hui, ce que disent les médias japonais, je n'y crois pas. Ils répètent tout le temps la même chose. Leur engagement et leur admiration semblent sincères, leur franchise est désarmante. Quelle est ma patrie? Moi, je considère que ma patrie, c'est la Corée du Nord. Comment je peux vous expliquer cela? Leur objectif, leur but dans la vie, leur raison de vivre, c'est pour le pays, pour la collectivité. Par exemple, ils ne cherchent pas simplement à vivre confortablement, à bien manger. Ce n'est pas leur façon de penser. C'est plutôt agir pour la collectivité, le quartier, la famille. Moi, je suis né et j'ai vécu au Japon. Quand j'étais là-bas, ils m'ont aidé à réaliser que j'appartiens au même groupe ethnique, que j'ai les mêmes objectifs et que j'ai les mêmes racines. Un centre d'accueil de jour pour personnes âgées. C'est ici que travaille Madame Chang. Devant elle, ses papiers d'identité, une autorisation de sortie du territoire japonais, un passeport sud-coréen, plus pratique pour voyager, et son passeport nord-coréen, qui, lui, ne peut servir que pour aller à Pyongyang. Comme tous les Ainichi, elle n'a ni nationalité japonaise ni droit de vote. Elle ne pourra jamais devenir fonctionnaire. Son parcours est exemplaire du déchirement vécu par les Ainichi dès l'enfance. Avant, elle se faisait appeler Madame Tohara. Pour mieux s'intégrer, les Coréens décident souvent de japoniser leur nom. Moi, quand j'étais petite, on se sentait obligé de porter un nom japonais. Mon père a subi des discriminations à l'embauche. Aucune entreprise japonaise ne voulait l'engager. Sauf à demander la nationalité japonaise, ce que font 10 000 Coréens chaque année, ils restent des citoyens de seconde zone. Chez les Ainichi, il y a toutes sortes de gens. Par exemple, pour le nom de famille, moi j'assume de porter mon vrai nom, mais il y a des gens qui n'osent pas dire leur vrai nom coréen, et ça les tourmente. Cette différence, ce sentiment d'être différent, certaines personnes vont vivre avec cette douleur toute leur vie. Lorsqu'elles étaient jeunes, il n'y avait qu'une seule Corée. C'est en 1953, à la fin de la guerre civile qui divise le pays en deux, que les Ainichi ont dû choisir, le nord communiste ou le sud capitaliste. La Corée du Sud, sous bannière américaine, les abandonne à leur sort. La Corée du Nord est en plein développement économique et les considère comme ses enfants. Ceux qui choisissent le Nord resteront fidèles à Pyongyang contre vents et marées. Cette fidélité a traversé les générations. Dans la Koreatown d'Osaka, ce qui n'était autrefois qu'un simple marché est devenu un quartier de 25 000 Coréens. Quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos brisé, dit un proverbe coréen. Qu'ils le veuillent ou non, la vie quotidienne des Ainichi dépend des relations diplomatiques entre le pays où ils vivent et celui d'où ils viennent. Le ressentiment anti-coréen de l'opinion publique prospère au Japon. Le contentieux est lourd. Enlèvement de citoyens japonais par des agents secrets nord-coréens, tirs de missiles. Les Ainichi laissent passer les orages. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Monsieur Lee. Si on me demande quelle est ma patrie, non, sans aucun doute, ce n'est pas le Japon. Sa patrie, c'est la Corée du Nord, mais il préfère parler simplement de Corée. Le Nord a une connotation trop négative. Ses parents cuisinaient dans la rue. Avec sa femme, il a monté ce restaurant. Habitué aux critiques, il refuse l'amalgame.
Quel que soit le pays d'où on vient, quelle que soit notre nationalité, personne ne peut affirmer que son pays est parfait. Si on me demande pourquoi ils ont envoyé des missiles, pourquoi il y a un programme nucléaire, eh bien je réponds que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Les pieds au Japon, mais le cœur toujours dans la péninsule, à la fois expatrié et apatride dans le pays qu'il a vu naître. Avec 127 millions d'habitants et 2% d'étrangers seulement, le mythe de la pureté ethnique reste présent au Japon. Pour comprendre comment les Ainichi ont pu rester soudés dans l'une des sociétés les plus capitalistes qui soit, nous nous rendons à la direction de la Changrillon. Son siège fait office d'ambassade, puisqu'il n'y a pas de relations diplomatiques entre les deux pays. Un bâtiment ultra sécurisé, gardé 24 heures sur 24. La police japonaise est là autant pour protéger les lieux que pour surveiller ses occupants. Récemment, la Changrillon a été la cible d'un attentat. C'était le 23 février 2018, vers 3h50 du matin. Des anciens membres d'un gang de Yakuza et de l'extrême droite. Ils sont venus jusqu'ici, ils ont tiré. Et ils sont repartis. Nous suivons notre guide. Les caméras sont rares dans cet îlot nord-coréen au cœur de Tokyo. Sur le mont Paekutu, Kim Il-sung et Kim Jong-il, tout sourire, accueillent les visiteurs. Nous rejoignons la seule pièce où il sera possible de filmer, en compagnie du professeur Oh Gyu-sang, historien de cette association très controversée. Dès les années 80, elle a été accusée d'avoir servi de relais financier à Pyongyang, utilisant des moyens détournés pour faire rentrer des devises dans le pays. En quelques années, près d'1 milliard d'euros auraient ainsi servi à financer le programme nucléaire nord-coréen, ce que la Changrillon a toujours nié. Ce sont des mensonges que d'affirmer que l'argent envoyé a servi à la Corée du Nord pour fabriquer des missiles. L'argent que les Ainichi envoient à leur famille, ce n'est pas de l'argent pour l'État. Ce sont deux choses différentes. La Changrillon est en pleine tempête. Le tribunal du district de Tokyo lui réclame des sommes astronomiques. L'affaire est toujours en cours. Frapper au portefeuille, c'est la stratégie du gouvernement japonais. Et pour faire pression sur cette communauté qui dérange, il dispose d'un autre levier. Le gel des subventions aux 60 écoles coréennes de l'archipel. À Osaka depuis 2012, chaque mardi à 11 h, des parents d'élèves manifestent devant la préfecture pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice. La bataille est menée par Madame Nagasaki. Pour cette ancienne institutrice, il s'agit bien de discrimination. Les enfants veulent être considérés comme des élèves normaux. On voudrait qu'ils puissent vivre au sein de la société japonaise ensemble, avec les autres. Depuis 7 ans, Shinzo Abe, le Premier ministre, a supprimé toutes les bourses accordées aux familles, les obligeant à d'importants efforts financiers. Les Ainichi refusent de voir l'éducation de leurs enfants prise en otage. Pour ces mamans, leurs droits fondamentaux sont en danger. Ce n'est pas une question politique. C'est juste pour défendre le droit d'étudier. À chaque fois qu'il y a un problème entre la Corée du Nord et le Japon, ça devient une menace pour les enfants. Du haut de ses 17 ans, Seryong, sa fille, découvre le militantisme. Elle fait partie des 8000 élèves qui, de l'école primaire à l'université, sont pris en charge par un système d'éducation parallèle.
Elle aurait pu se rendre à pied dans un lycée japonais bien plus proche de son domicile. Ses convictions lui imposent de longs déplacements. 3 heures de métro chaque jour. Enfin chez elle, elle retrouve sa mère et sa sœur. Son père est encore au travail. À 21 et 17 ans, Saena et Seryong ont les mêmes préoccupations que toutes les adolescentes de leur âge. Elles vivent dans le même monde, celui de la télé-réalité et des séries. Elles ne partagent pourtant pas vraiment la même culture. Leurs parents n'ont jamais envisagé de les inscrire dans une école japonaise. Les écoles coréennes sont les seules à mettre en avant leur langue et leur histoire. Elles ont été financées par Kim Il-sung. Cette maman ne l'a pas oublié. Il y a très longtemps, quand on a fondé les écoles coréennes, c'est la génération de nos grands-parents qui a donné l'argent pour la construction, alors qu'ils n'étaient vraiment pas riches. Le financement était compliqué, et le pays qui nous a donné un coup de main, c'était la Corée du Nord. L'an passé, Seryong a participé à un voyage scolaire. Pour une école coréenne, le séjour est forcément organisé en Corée du Nord. Ça a duré 2 semaines. On a été à la montagne, le mont Paektutu, et aussi à Panmunjom, là où il y a la frontière militaire. Les gens qui sont là-bas, ils sont comme nous. Nous qui venons du Japon, ils nous ont traités comme des compatriotes, de la même ethnie. Ils étaient chaleureux avec nous. Quand enfin on les rencontre directement en face, les a priori disparaissent tout de suite. Photo souvenir d'un pays idéalisé, mais dont l'histoire recèle des aspects bien plus sombres. Dans les années 60, la Chongryon a été la cheville ouvrière d'une opération d'endoctrinement menée à grande échelle. Un épisode qui tourmente encore aujourd'hui cette petite fille dans les bras de sa maman. Son père est alors un cadre influent de l'organisation. À cette époque, le régime incite les Coréens du Japon à s'installer en Corée du Nord. Le programme a un nom évocateur, Paradis sur Terre. On leur promet un logement, un travail, l'éducation, des soins gratuits. En quelques années, 93 000 personnes veulent y croire et quittent le Japon sans retour en arrière possible. La plupart étaient volontaires, mais les 3 frères de Madame Yang ont été sacrifiés par la dévotion paternelle. On peut dire que mon père a envoyé ses enfants en Corée du Nord pour montrer l'exemple. C'est comme si pour fêter les 60 ans de Kim Il-sung, on lui faisait cadeau d'être humain. Les étudiants ont été envoyés en masse. Il était l'un de ces étudiants. Mon frère n'avait pas du tout l'intention d'y aller. Même mes parents, comme ils avaient déjà envoyé les 2 autres frères, ils ont supplié, non, pas l'aîné. Mais la Chongryon refusa et il dut partir quand même. Devant elle, de rares photos de famille, comme un puzzle qu'elle tente de reconstituer, mais dont certaines pièces sont à jamais perdues. Durant toutes ces années, ses parents ont vécu avec leur remords. Ma mère, après que mes frères soient partis, en voyant les photos qu'ils nous envoyaient, en voyant ces photos où ils étaient très amaigris, je me souviens, elle pleurait beaucoup. Et ces photos, elle les a déchirées et jetées en disant « Je ne peux pas montrer ça à ton père ». Aujourd'hui, Madame Yang commence à accepter la décision de ses parents. Désolée. Avec le temps, la douleur ne s'allège pas. Peut-être parce qu'en vieillissant, je commence à comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas quand j'étais jeune. S'ils ne se persuadaient pas que la Corée du Nord était une patrie formidable, les Ainichi de l'époque, les gens qui croyaient à la Corée du Nord, ne pouvaient pas vivre. Ils se raccrochaient à ce rêve. Ce sont les derniers courriers à lui être parvenus. Janvier 2019,
des vœux de bonne année. Ils ont été envoyés par ses neveux, de simples feuilles, pour remplacer les traditionnelles cartes de Nouvel An. Retour à Osaka. Au siège local de la Chongryon, ce jeudi 28 février n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, leur dirigeant Kim Jong-un rencontre Donald Trump. Un deuxième sommet pour la paix dont les Ainichi attendent beaucoup. Pour cet après-midi porte ouverte, on a organisé une retransmission de l'événement par la télé coréenne, moins suspecte de parti pris que les médias japonais. Les habitants du quartier sont là. Ils vibrent tous pour la Corée du Nord et espèrent pour leur famille rester sur place. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrête les sanctions économiques internationales. S'ils font cela, ça permettra de développer l'économie de la Corée du Nord. Car c'est la réalité. La Corée du Nord souffre. Même si la vie quotidienne s'améliore, à cause de ces sanctions, la vie des gens est de plus en plus difficile. C'est une réalité. Il faut sortir de cette situation. Kim Jong-un, c'est un grand homme d'État. C'est peut-être un peu exagéré si j'affirme que c'est l'un des plus grands du monde. Peut-être pas comme cela, mais on peut vraiment dire qu'il a un pouvoir extraordinaire. C'est sans aucun doute un grand dirigeant. Un éloge d'un autre temps et l'impression bizarre d'avoir quitté le Japon pour atterrir dans une cellule du PTC, le Parti du Travail de Corée. Dans son bureau, le responsable de l'association rêve à un accord entre les deux chefs d'État et aux conséquences possibles pour toute la communauté. Mon opinion personnelle, c'est que le Japon est soumis aux ordres des États-Unis en permanence depuis la fin de la guerre. Donc, si les relations entre les États-Unis et la Corée s'améliorent, on pense que le Japon pourra aussi améliorer ses relations avec la Corée. On espère tous cela. Au fil des heures, la prudence s'impose. À 16h, c'est officiel, le sommet tourne court, il n'y aura pas d'accord. Donald Trump redécollera de Hanoï dans l'après-midi. C'est la déception. Nos compatriotes regardaient ce sommet en espérant que ça se termine par un accord qui mettrait fin à la guerre. Donc oui, cette rupture, c'est dommage. Sans le savoir, ces jeunes écolières vivent un rendez-vous raté avec l'histoire. Le sommet prévoyait un assouplissement des sanctions contre le démantèlement du programme nucléaire. Pour ces militants, l'arme atomique, c'est comme une assurance-vie. Ce n'est pas qu'on voulait avoir l'arme nucléaire, mais pour pouvoir discuter avec d'autres puissances nucléaires, il fallait qu'on l'ait. C'est ça la vérité. On ne voulait pas l'avoir, mais on était obligé de l'avoir. Voilà ce que je pense. Si nous, le Nord, on démantèle notre programme ou si on accepte les inspections, les Américains pourront se dire, ça y est, ils n'ont plus l'arme nucléaire, on peut les envahir. Et ils vont commencer la guerre. La soirée promettait d'être joyeuse, mais la salle s'est vidée en quelques minutes. Pyongyang attendra un mois pour réagir, appelant la population à redoubler d'efforts pour atteindre l'autosuffisance, synonyme de nouvelles privations. La perspective d'une vie meilleure pour les Coréens du Japon et leurs frères du Nord s'éloigne, comme un mirage qu'ils pensaient toucher du doigt et qui soudain disparaît. 대통령은 이 보급품 공수를 막으려고 하고 있지만 미국은 이 보급품을 가장 필요로 하는 도시와 지역에 보내려고 하고 있습니다. 물론 대단히 어려운 작업이지만요. 그리고 북한에 대해서 말씀드리겠습니다.